Prendre la Lisarin. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Beaucoup de choses se diront durant la prochaine heure, durant l'émission. Et tout de suite, pour commencer, je parle avec Madame Girard du CEPO. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir comment vous avez réussi à continuer l'apprentissage de vos jeunes. Bien, bonjour. Pour nous, je pense que la meilleure image, c'est une fourmilière, parce que de l'extérieur, on ne voit pas grand-chose. Comme présentement, si on regarde nos écoles, sont très tranquilles. Mais chacun chez nous, tout le monde travaille très fort à être créatif et à réinventer comment on peut s'assurer que l'apprentissage continue. On a travaillé en plusieurs phases. C'est sûr que la première phase, elle a été gérée plus par le ministère de l'Éducation en fournissant des ressources. Mais nous, au CEPO, on a ouvert un portail parents, un portail élèves, un portail employé pour pouvoir vraiment rassembler des ressources pour que tout le monde s'y retrouve. À la phase 2, qui est arrivée après 2 semaines de confinement et sans école, on a commencé à travailler vraiment en communiquant avec les maisons, en allant les rencontrer dans les nuages, dans le web. Mais il a fallu pour ça s'assurer qu'on était bien équipés. Donc, quand je parle de petites fourmis, là, c'est que tout le monde chez eux est en train de revoir comment on allait rentrer en contact avec nos familles, puis comment on allait s'assurer que ces élèves-là continuent à apprendre et à approfondir ce qu'ils avaient déjà appris. Et puis vous avez mentionné les équipements. Pas mal de familles aussi ont pas ces équipements-là dont l'élève ou l'étudiant a besoin pour pouvoir continuer son apprentissage. Est-ce que vous leur apportez un soutien technologique? C'est sûr que le mot c'est pas assez. Je trouve ça intéressant que vous parliez de pas assez parce que présentement, dans une maison normale, quand on va tous travailler ou on va tous à l'école, on est très bien équipés. Mais maintenant que tout le monde est à la maison, tout le monde est confiné, plusieurs font du télétravail, donc le nombre d'outils présents dans la maison est définitivement insuffisant. On favorise beaucoup de créer des routines. Mais si tout le monde est en train de travailler en même temps, ça prend plusieurs outils. Donc, on a fait un recensement à 2 niveaux. Le premier, au niveau des employés, il fallait que nos enseignants, nos directions, nos secrétaires, tout le monde, nos bibliotechniciens soient équipés. Ça a été le premier recensement. Donc, on a fourni l'équipement pour eux. Ensuite, on a recensé pour les élèves et on a travaillé avec les familles à voir qu'est-ce qu'ils auraient besoin. On a créé un protocole qui était bien fait dans le sens qui était approuvé par Santé Ontario pour pouvoir aller rechercher des équipements dans les écoles, les mettre à jour et s'assurer de les distribuer aux familles qui en avaient de besoin dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a fait encore un autre recensement. Il a fallu acheter du matériel et on aura une autre partie de déploiement la semaine prochaine pour pouvoir soutenir nos familles à avoir l'équipement nécessaire pour pouvoir rentrer en communication école et élèves. Il nous reste moins de 2 minutes. Là, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est de la méthode d'évaluation à ce stade pour les plus jeunes? Les méthodes d'évaluation sont basées sur la politique qu'on a en Ontario qui s'appelle « faire croître le succès », c'est-à-dire que l'enseignant va pouvoir aller par 3 façons, c'est-à-dire la triangulation, que ce soit par des observations, des conversations ou des productions, mais l'élève a déjà travaillé fort jusqu'au 13 mars. L'élève a déjà réussi à des apprentissages et on va se baser sur ces apprentissages-là pour continuer à acquérir de nouveaux apprentissages. Donc, on bâtit sur ce qui a été appris, on donne de la rétroaction et on continue à faire cheminer les élèves sur des éléments essentiels. Est-ce que les enseignants aussi, là il nous reste 1 minute, là, est-ce que les enseignants aussi, ils ont accès tout le temps aux étudiants, aux élèves et puis vice-versa aussi? Présentement, on travaille beaucoup des horaires. On veut garder ça, on veut pas avoir de stress dans les maisons, on veut garder ça assez avec un beau rythme. Donc, les élèves ne sont pas à temps plein avec les enseignants, sont dans des balises très bien encadrées de 5 heures par semaine pour les tout petits
10 heures pour les plus grands et 3 heures par crédit pour les élèves au secondaire. Donc, on reste dans ces balises-là pour rester dans un équilibre. Madame Gira, merci beaucoup. Et puis merci aux enseignants du CEPO pour tous les efforts qu'ils font. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Je pense que c'était le mardi ou jeudi hier. Mercredi ou jeudi, on parlait avec des représentants du CHCE. Aujourd'hui, c'est le CEPO. On se rend compte que les conseils des écoles travaillent très, très fort. Et puis ça, c'est vraiment à féliciter. Et puis vous, parents, je pense que vous êtes assez chanceux. Je vous disais en début d'émission que notre émission aujourd'hui est assez chargée. On va parler avec Jean-François Soriol. Je suis pas mal sûre que vous avez entendu parler de tous les crimes pédophiles qui se passent sur le web actuellement. On va avoir plus d'informations avec lui. Mais juste après la pause, on va parler des femmes qui ont été abusées sexuellement. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour, je suis Claude Andrea Boni, animatrice de l'émission Entre nous. J'aimerais prendre ce moment pour remercier nos bénévoles à TV Rogers, mais aussi tous les bénévoles de la communauté tout entière, surtout en ce moment de crise que nous vivons. Vous êtes très précieux pour nous et votre aide est super importante. Merci. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je disais qu'on allait parler des femmes qui ont subi des abus sexuels. Et je pourrais dire que c'est une bonne nouvelle parce que c'est un organisme qui apporte soutien et service à ces femmes-là. Pour en parler, José Laramé. Et j'aimerais bien qu'on rappelle aux gens, c'est quoi le rôle de CALAC ici pour la communauté francophone? Bonjour, merci pour l'invitation. Le CALAX francophone d'Ottawa est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, on offre un soutien aux survivantes d'agressions sexuelles individuelles. On offre également des services de répit, d'accompagnement à la police, à la cour, partout où ce qu'une survivante peut en avoir besoin. On offre également des services de groupe, des ateliers thématiques, ainsi que des services de prévention, sensibilisation partout dans la collectivité. Comment s'est organisé tout ça, Laramé? Parce que là, on parle de soutien, on parle d'accompagnement, on parle de services. Comment vous organisez le tout? Pendant la crise du COVID, tu veux dire? Pas justement pendant la crise. On va parler de la crise un peu plus tard, mais en général. Au moment où il n'y avait pas la crise, comment vous organisez ça? Bien, je vais donner un exemple, d'accord? Une femme a besoin de soutien parce qu'elle vit soit des flashbacks, parce qu'elle a été agressée sexuellement dans le passé, ou elle est présentement dans une situation où elle vit de l'agression sexuelle. Elle contacte le centre. Une fois qu'elle laisse le message, une intervenante rapidement va prendre contact avec elle pour fixer un rendez-vous, pour avoir une évaluation de la situation, le niveau de crise et tout ça. Ensuite, elle a 3 rencontres avec une intervenante pour parler de sa situation. Elle se retrouve sur une liste d'attente.
Puis, quand que son nom est arrivé, ben, elle a accès à un service avec une intervenante. Donc, nos intervenantes au CALAX, nous sommes 3. Puis, présentement, permanente. Ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de demandes. On a également la cité collégiale. On a un contrat avec la cité collégiale et un contrat avec l'Université d'Ottawa. Donc, on a également des survivantes de ces 2 institutions postsecondaires. Et après les services de prévention, sensibilisation, quand il y a des dévoilements, l'intervenante de prévention-sensibilisation fait de l'intervention de crise auprès de certaines étudiantes dans les écoles et dans la communauté. Et les survivantes, je pense que la prévention et la sensibilisation, c'est super important parce que c'est bien beau même que vous le fassiez dans les écoles et dans les collèges. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai entendu dire, et je pense que c'est assez prouvé, que la plupart des femmes qui subissent des agressions sexuelles, elles sont sur 5 cas, en fait, il y a 4% de chances que, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais sur 5 personnes, il y a au moins 4 personnes qu'elles connaissaient, en fait. C'est ça, c'est 85%. C'est-à-dire qu'il y a un lien familial entre l'agresseur et l'agressé. Voilà, tu l'as très bien dit. C'est 85% des agressions sexuelles sont commises par quelqu'un de proche de nous, que ce soit un voisin, un autre étudiant, un professeur, un ami, un conjoint, un frère, un père, un oncle, ça peut être n'importe qui. Et pour certaines survivantes d'agressions sexuelles, ça peut être plusieurs agresseurs. Donc, ça peut être un membre de la famille, des amis. On voit également, par exemple, une femme peut être victime ou une fille peut être victime d'agressions sexuelles de 3 gars en même temps. Sur Internet, l'exploitation sexuelle sur Internet. On a de plus en plus de situations où les femmes arrivent à dévoiler des situations de trafic humain, où qu'elles sont vendues, exploitées sexuellement. Donc, on se retrouve avec toutes sortes de problématiques, pas juste une problématique, que ce soit de l'inceste, des viols collectifs, des abus rituels, des viols dans la prostitution. Mais la prostitution, c'est de l'exploitation sexuelle, mais à l'intérieur de ça, il y a aussi des viols dans la prostitution. Et l'agression sexuelle sur Internet, viols en conflit armé. Les femmes qui arrivent dans des pays où il y a des viols en conflit armé, elles arrivent au Canada et elles ont besoin d'en parler parce qu'elles ont été violées dans leur propre pays, mais elles vivent des flashbacks ici. Donc, on a des survivantes qui sont présentement en crise. Je ne sais pas si je pourrais me permettre de le dire. Là, j'ai le cœur qui se serre parce que c'est quelque chose... ces histoires d'agression, là, je suis un peu familière à ce sujet. Et je suis juste en train de penser, quand les femmes, souvent, elles n'arrivent pas à parler, mais quand elles arrivent à le faire, qu'est-ce que vous faites? Parce que souvent, elles sont vraiment animées de peur. On a parlé tout à l'heure d'inceste, ça peut se passer dans la famille. Alors, si j'en parle, est-ce que je suis tout de suite obligée d'aller voir la police et tout? Parce que souvent, j'ai pas confiance à qu'est-ce qui se passera après. Comment vous les accompagnez dans le fond? Quelle bonne question. Donc, effectivement, c'est la plus grande part des survivantes. Comment je fais pour avoir un service, puis on ne va pas prendre le pouvoir et le contrôle de mon dévoilement? Le CALAX francophone d'Ottawa a une approche féministe. Féministe veut dire qu'on met la femme au centre de nos interventions. On lui donne le pouvoir de dévoiler, on respecte son rythme. Donc, quand elle va parler avec nous, elle ne va pas tout de suite nous dire toutes les situations souvent qu'elle a vécues, les agressions qu'elle a vécues. Donc, pour nous, tout est confidentiel, même anonyme. OK? Donc, on ne dévoile jamais l'information qu'une femme va nous donner. On ne la met pas en contact avec personne. On ne pousse pas les femmes à dévoiler à la police. Plusieurs ne veulent pas faire ça. On comprend, le processus judiciaire est très long, puis des fois même impossible pour certaines.
Surtout que la plupart des survivantes d'agressions sexuelles qui approchent le Calax, c'est des femmes qui ont été abusées durant l'enfance. Mais de plus en plus, je dirais, par contre, on a aussi des femmes qui sont présentement agressées sexuellement. Donc, le portrait a changé. Moi, je travaille avec les Calax depuis 25 ans. Donc, j'ai vraiment une vue d'ensemble de 25 ans de travail auprès des survivantes. Donc, on voit vraiment un grand changement au niveau du portrait présentement. Surtout avec beaucoup plus de femmes immigrantes, beaucoup plus de femmes nouvelles arrivantes. L'Internet, l'arrivée de l'Internet, ça a apporté des outils aux agresseurs pour agresser davantage les filles et les femmes. Depuis que je parle avec beaucoup de personnes qui rencontrent ce genre de cas-là, c'est la première réponse qui me réjouit le cœur, parce que je vous ai posé la question de savoir comment vous procédez. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous laissez le pouvoir, vous aidez cette femme-là à reprendre son pouvoir. Et je pense que lorsqu'elles se rendent compte du pouvoir qu'elles ont de décider si elles veulent se dévoiler ou pas, en fait, elles prennent conscience de la force qu'elles ont dedans d'elles et maintenant, le choix leur convient. Est-ce que tu veux le faire ou tu veux pas? Dans ce cas-ci, le CALAC est toujours là dans les deux cas de figure pour les accompagner. De toute façon, imaginez une femme qui a survécu aux agressions sexuelles et qui est terrorisée ou qui est dans la peur, dans la colère, dans des blessures profondes. Imaginez à quel point cette femme a survécu et elle a utilisé la créativité. Donc, le Calax va mettre en lumière sa créativité, sa façon de survivre. Fait que pour nous, c'est pas qu'elle doit dépendre du Calax le restant de sa vie, c'est qu'elle prenne, comme tu dis très bien, son pouvoir pour être capable de connecter avec ses choix, sa capacité de vivre pleinement, mais être consciente aussi des blessures, parce que c'est pas vrai qu'on guérit des blessures si rapidement, parce que les blessures sont intenses. L'accompagnement avec une intervenante lui permet... un processus pour faire ça. Exactement. Alors, dites-moi, maintenant qu'on est en temps de crise, c'est clair qu'on parle d'agression sexuelle, il y a aussi des femmes qui subissent des violences conjugales actuellement. Comment on fait pour pouvoir vous rejoindre si on a besoin en ce moment de crise? Bien, une chose qu'on doit dire absolument, c'est qu'en moment du COVID-19, où il y a de l'isolement, beaucoup de survivantes d'agressions sexuelles n'utilisent pas les services de première ligne par peur d'être contaminer leurs enfants. Donc, elles se retrouvent isolées. Et pour certaines, isoler veut dire être de plus en plus souvent avec les agresseurs. OK? Donc, souvent coupées des amis, des proches, des voisins. Donc, on se retrouve, le Calax, présentement, avec des situations avec les femmes où ce que le COVID-19 les a emmenées dans un isolement, des fois plus près des agresseurs, d'autres fois non, mais ça réveille des blessures profondes parce que, comme tu disais tantôt, la plupart des agressions sexuelles ont été commises dans les maisons. Donc, de rester isolé ramène des blessures profondes. Donc, on se retrouve avec beaucoup de crises, comme même des passages à l'acte. Si on pense, exemple, à la traite humaine, OK, les femmes doivent parler. OK? En ce moment ici, il y a certaines femmes qui sont vendues, sont obligées d'avoir des relations sexuelles avec des personnes, puis se mettent à risque à plein niveau, et s'ajoute à ça la COVID-19, d'accord? Il y a beaucoup de situations. Elles peuvent appeler le Calax en tout temps et nous allons les référer à la bonne place. Elles peuvent utiliser les services d'urgence. C'est important. Merci beaucoup, Josée Laramé. Et ça nous fera plaisir, si vous avez d'autres informations à nous partager, de vous avoir sur le plateau. Bonne journée. Merci. Merci. Alors, moi, je vais me faire le plaisir de vous donner leur site web www.calax.ca. Si vous avez besoin de toute information, vous allez vous rendre sur le site web. On prend une pause et juste après, on va parler du lien entre la pédophilie et le web. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
n'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jean-François, je suis tellement contente de te parler aujourd'hui. Notre expert en sécurité informative. Pourquoi? Parce que durant le courant de la semaine, j'ai entendu les infos par rapport à la pédophilie et le web. Je me suis dit, oula, ça fait 2 mois, il nous avait parlé de ça. Ouais. Et puis, c'est dans cette période-ci, tout change. Notre normal n'existe plus. Ou pour la majorité d'entre nous, le normal n'existe plus. C'est vrai pour nos jeunes, c'est vrai pour nous les adultes, mais c'est vrai aussi pour ceux qui sont là. Je ne peux pas t'expliquer comment ça fonctionne dans leur tête, mais les pédophiles, ce sont des accros. C'est comme des toxicomanes. Et pour eux, le besoin... Puis là, ils sont tout seuls à la maison. Ils ont le stress de peut-être avoir perdu leur travail, d'être tout seul, d'être pris, d'être confiné. Et là, comme tout le monde, leur stress monte. Quand tu es toxicomane et que ton stress monte, tout ce que tu veux, c'est chercher ta prochaine dose. Ben, c'est ça qui se passe avec nos pédophiles. Et aussi, malheureusement, avec ceux qui, peut-être, ont des pensées pédophiles, mais pas d'actes pédophiles. Mais là, dans la pression de mais ils peuvent le développer. Et parce qu'ils sont tout seuls, ces gens-là peut-être consomment des éléments pédophilie, des vidéos, des images de violence faites à des enfants. Et dans le marasme de ce qu'ils vivent, là, ils sont portés à passer aux actes. Il y a un enfant dans leur environnement, et là, on passe aux actes. Et là, je sais que c'est très lourd, mais il faut qu'on sache. Ouais, j'ai envoyé une petite image de dizaines d'informations comme tu as lu, toi, cette semaine, où on voit des pédophiles. Ils sont seuls à la maison. Nos enfants sont à la maison. Avant, ils passaient la journée à l'école en supervision d'autres adultes qui conservaient, qui savaient qu'est-ce qu'ils font. C'est durant l'école. Mais là, toute la journée, ils sont sur le web. Puis il n'y a pas de jugement. Là. Je ne veux pas mettre les parents en faute parce que leurs enfants sont sur le web. Écoutez, tout le normal est parti. Mais il faut comprendre que nos jeunes, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé d'Amanda Todd, une jeune fille de Colombie-Britannique, il y a 6 ou 7 ans, qui avait été pris en contrôle par justement un pédophile qui finalement l'avait harcelée tellement qu'elle s'était suicidée. Ce qu'elle faisait, elle, c'est qu'elle se proposait, elle chantait sur le web. Puis il y a on demande à nos jeunes de découvrir des nouvelles façons, puis de s'ouvrir, puis de contacter. Le problème, c'est que nos jeunes, ils passent du temps sur le web, mais ils ne savent pas nécessairement avec qui ils parlent. Et s'ils partagent leur webcam pour chanter, pour jouer à des jeux, pour faire quoi que ce soit, faire des danses TikTok, là, des choses comme ça, c'est parfait. Mais lorsqu'ils entrent en contact avec les gens qui les écoutent, puis les gens qui font des commentaires, ces choses-là, c'est là que ça devient dangereux. Parce que... Comment ils procèdent? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils font ça? Il y a des centaines de façons. Il y a autant de façons qu'il y a de façons de jeunes de connecter sur le web. Par exemple, les pédophiles savent que sur Fortnite, je suis certain que vous avez entendu parler de Fortnite, qui est un jeu qui a fait explosion il y a à peu près 6 mois ou 1 an. Ceux qui sont sur Fortnite, ce sont des jeunes. Des jeunes en bas de 14 ans. Mais si tu es pédophile, tu sais où ils sont, les jeunes. C'est pas pour rien qu'on les appelle des prédateurs. Pour eux, je parlais des toxicomanes. Pour eux, en fait, ce n'est pas nécessairement... Là, on parle avec des pédophiles qui sont en prison ou quoi que ce soit. L'élément qui les accroche, pour beaucoup d'entre eux, c'est beaucoup plus la chasse que d'obtenir le matériel. Pas pour rien qu'on les appelle des prédateurs. C'est la chasse à nos brebis, c'est la chasse à nos jeunes. Bon, là, on respire un petit peu.
Puis là, je dis, Fortnite, il y a TikTok. TikTok, c'est en explosion. TikTok, on fait des petits danses, on s'amuse, on fait des affaires. C'est le buzz du moment TikTok, là. C'est superbe, c'est superbe. Mais faites attention avec qui vous connectez après. C'est ça le problème. Si j'étais au parc avec mon jeune qui a 12 ans, je suis sur mon banc, je lis mon magazine, puis il y a un homme qui sort des buissons puis qui s'approche de mon jeune. Ben, c'est certain que je vais être entre lui et mon jeune avant qu'il s'approche de mon jeune. Jamais je laisserai un inconnu jouer avec mon jeune, tant que je sois là. Mais sur le web, toute la journée, maintenant, nos jeunes peuvent être en contact avec plein de crapules comme ça. Plein de crapules. Sans qu'ils sachent, ils n'ont pas l'intelligence ou la pensée critique de savoir qu'il y a des crapules comme ça. On ne veut pas les éduquer nécessairement à les ouvrir à ce qu'ils aient peur de tout, mais il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on ait parlé à nos jeunes. Donc, ça prend beaucoup de communication. Comme tu disais tout à l'heure, il ne faudrait pas que les parents se tapent sur la tête et disent « OK, il faut que je le surveille H24 ». Non, peut-être de juste avoir une bonne communication avec le jeune. Comme ça, s'il rencontre un quelconque problème, quelqu'un qui lui demande de sortir du jeu, parce que c'est comme ça que tu m'as dit qu'il procédait une fois, il te demande de sortir carrément de l'endroit dans lequel vous êtes, par exemple Fortnite, et puis il t'envoie des messages extérieurs, là. Donc, il faudrait en parler avec le parent. Absolument. Puis les contacts, c'est ce que je recommande, il faut pratiquer ce qu'on demande à nos jeunes dans une petite pratique, si tu veux. Si je sens avec mes jeunes, si je te contacte et je te demande une photo, qu'est-ce que tu ferais, toi? Ah, ben je ferais ça, puis je ferais ça, puis je viendrai te voir. Parfait. Pratiquons-le une fois. Ça peut sembler un petit peu saugrenu de pratiquer quelque chose comme ça, mais on appelle ça en anglais du Cognitive Behavioral Therapy. La thérapie qu'on fait en rentrant dans notre cerveau, une pratique qui va nous aider. On la pratique quelquefois, puis ça devient un automatisme. C'est important que nos jeunes sentent que s'ils viennent nous voir, premièrement, on ne va pas leur taper sa tête d'avoir fait une erreur, d'avoir partagé la webcam avec quelqu'un qui n'aurait pas dû. Il faut qu'on soit présent, il faut être capable de leur parler. Puis en même temps, pour la pratique, il faut que le parent soit outillé pour pouvoir utiliser le jeu ou peu importe le site qu'il veut utiliser. Mais ça serait bien aussi en même temps de prendre ce moment-là pour créer la complicité entre l'enfant et le jeune, parce que le jeune apprend aux parents et puis en même temps, il pratique. Exactement. Et c'est dans cette complicité-là que le jeune reconnaît que papa, maman est là, mais pas pour me taper sa tête, mais pour me protéger. Et ce qu'on doit faire, c'est donner à nos parents un guide de comment parler aux jeunes. Et c'est un site que j'utilise dans tous les ateliers que je faisais dans les écoles. Il y a un site que j'utilise qui s'appelle Abilo Media. En anglais, c'est Media Smarts. Et il y a dans une des vidéos que j'ai proposées, un petit tutoriel qu'ils offrent qui s'appelle « L'art d'être parent à l'ère numérique ». Vous pouvez faire une recherche de ça, mais c'est sur une des assistants que j'ai offert. L'art d'être parent à l'ère numérique. C'est un petit tutoriel d'une 40aine de pages qui te donne l'information sur comment parler à tes jeunes. Puis ça, c'est... Puis moi, franchement, je recommande de faire ça régulièrement. Tu prends une page, puis tu en parles à tes jeunes au souper. Puis un mois après, tu prends une autre page, puis tu en parles avec tes enfants. L'idée est que ça permet cette connexion-là, puis le fait que les jeunes savent que vous êtes présents en tant que parents. Pas pour leur taper sa tête, mais pour les guider. Alors, il va nous rester 1 minute, Jean-François. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet outil-là que les parents peuvent utiliser en soutien pour pouvoir assurer la sécurité des jeunes? C'est un outil que moi, j'ai utilisé avec mes jeunes. Ça fait 15 ans que ça existe. Il était dans ses balbutiements lorsque moi, mes jeunes étaient jeunes. Mes jeunes sont dans la vingtaine. Ça s'appelle Online Family de Norton, donc Symantec, la compagnie Norton. Vous faites une recherche, familynorton.com. Et c'est un bijou, ça vous permet de mettre un petit logiciel sur l'ordinateur de votre enfant. Il y a un tutoriel qui est vraiment formidable à t'aider à le configurer. Ça te permet de suivre les nouvelles connexions de tes jeunes, les sites web qu'ils ont vus, les vidéos qu'ils ont vues. Pas pour les surveiller, mais pour être capable d'avoir une conversation avec eux. Si on a vu quelque chose, s'ils ont vu quelque chose qui leur
où ils ont eu des contacts, on peut leur dire, écoutez, cette personne-là que tu as connectée sur TikTok, est-ce que tu le connais? Est-ce que ça te permet d'avoir un petit peu d'aide? Donc, Online Family de Norton, c'est ce que je recommande, les yeux fermés à tous les parents, absolument. Merci beaucoup pour ta collaboration, Jean-François. On se voit la semaine prochaine? Absolument. Vendredi, il faut que je le passe avec Claude Andréa. C'est parfait. Merci. Bonne journée. Alors pour vous, parents à la maison, si vous avez besoin d'un accompagnement particulier par notre expert en sécurité informatique, www.jfsecurity.com, c'est son site web. Il y a plein d'outils qui s'y retrouvent là-bas. On prend une pause et juste après, on va parler avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je pense que notre conseiller financier est avec nous. Et là, on va parler des assurances maladie et assurances vie parce que je pense que... Alors, le numéro de téléphone, je vais vous donner d'abord le numéro de téléphone avant qu'on passe à Cédric. Le numéro de téléphone de Télésanté Ontario, je vais vous le donner tout de suite. C'est le 1-866-797-0000. Donc, je vais reprendre encore le numéro de Télésanté Ontario. C'était le numéro que vous devriez avoir à portée de main. 1-866-797-0000. Il y a aussi le numéro du Centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311. Donc, le Centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311. Je vais revenir maintenant à ce dont on a parlé en tout début d'émission. Je parlais avec José Laramé, du CALAC. C'est un organisme qui soutient des femmes qui ont subi des agressions sexuelles de toutes sortes. Et puis, elle m'a parlé de tous les programmes qu'ils offrent encore, surtout en ce moment de crise. Vous pouvez passer par le numéro de Femmes Aide. C'est un programme dont on a beaucoup parlé sur le plateau ici. Vous allez avoir du soutien. Vous allez pouvoir parler à quelqu'un pour pouvoir vous libérer. Donc, je vous donne le numéro de Femmes Aide qui est ouvert 24/7, donc 24 heures les 7 jours ouvrables, le 1-877-33-62433. Alors, je vais reprendre encore 1-877-336-2433. C'est le numéro de la ligne spéciale si vous avez besoin d'un quelconque soutien. Mais il y a aussi un numéro que vous pouvez avoir à tous les jours si vous avez besoin tout de suite de quelqu'un à qui parler. C'est le 613-282-8189. 613-282-8189. Parlons aussi d'agression. La semaine passée, on parlait de violence conjugale. Alors,
pouvoir avoir quelqu'un aussi pour vous soutenir, www.pasbienchezsoi.ca, c'est un site web que vous devez visiter. Je pense que maintenant, j'ai Cédric avec moi. Puis là, je disais qu'on allait parler aujourd'hui des assurances maladie et assurances vie, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à faire les paiements apparemment. Exactement. Merci de connecter avec nous aujourd'hui. C'est vrai qu'on a de l'aide énormément du gouvernement pour une rentrée d'argent. Mais il y a encore des factures à payer, que ce soit les factures pour la nourriture, pour l'électricité et aussi pour les assurances qu'on a contractées durant les dernières années. Donc il y a plusieurs options. On a travaillé avec les sociétés d'assurance pour trouver les solutions parce qu'elles n'existaient pas jusqu'à présent. Donc il y a 4 grands points. La première solution la plus simple, beaucoup de gens ne savent pas, mais lorsque vous payez votre assurance à l'année, elle vous coûte moins cher que si vous le payez tous les mois. Vous avez une petite remise parce que vous le payez en une fois, le payez en 12 fois. Bon, donc si vous recevez au mois de mai votre facture, vous allez peut-être recevoir une facture de 4, 5, 600 $. Ben là, vous pouvez leur demander de repasser en mensuel. Déjà, ça vous fait un petit peu plus de temps pour essayer de trouver des solutions et de joindre les deux bouts. L'autre possibilité, dans certaines polices, d'assurance vie notamment, vous avez de l'investissement à l'intérieur qu'on appelle des dividendes. Ces dividendes peuvent être utilisés pour vous pour faire n'importe quelle dépense. Donc elle pourrait vous aider à payer la nourriture, à payer le loyer, mais elle peut aussi vous être utile pour payer vos assurances. Donc si vous avez un 1000 ou 2000 $ dans votre assurance vie parce que ça fait 25 ans que vous la payez, eh ben c'est le moment de l'utiliser. Donc n'hésitez pas de contacter votre institution. Il y a toujours un numéro 1-800 en général pour le service client. Sinon, contactez votre agent financier et il pourra vous aider à vous mettre en contact pour le faire. Les deux options. Parce que cette information, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont, hein? Qui ont quoi? Qui sont au courant que ça fonctionne de même par rapport aux dividendes? Non, il y a des gens qui ont une police d'assurance, c'est leurs parents qui l'ont acheté il y a 25 ans quand ils étaient petits, puis ils ne savent même pas qu'il y a de l'argent à l'intérieur. Donc ça arrive fréquemment que lorsqu'on l'ouvre et qu'on regarde, on fait « Oh là là, mais il y a 5000 $ à l'intérieur ». Ah bon, ben oui, ça fait 25 ans que votre papa, il l'a acheté quand vous étiez tout petit. Puis là, si vraiment vous avez besoin de cet argent-là, utilisez-le parce que c'est le vôtre. Les deux options qui sont nouvelles dues à la situation dans laquelle on est, c'est vous avez la possibilité de différer vos paiements pour les 90 prochains jours, donc pour les trois prochains mois. Ça veut dire que vous pourriez ne pas payer votre police pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, vous êtes obligé quand même de payer. Et ça, on le gère avec qui? Je dirais que la plupart l'ont lancé. Les plus grandes vont l'avoir. C'est sûr, la Canada Vie, on a reçu un email il n'y a pas très longtemps là-dessus. Sun Life, j'ai pas la confirmation, mais je serais très étonné qu'ils ne le fassent pas. Toutes les grosses compagnies se sont mis ensemble. On dit, on va donner un délai. Il y a des compagnies qui peuvent donner 3 mois, d'autres 2 mois. Par contre, vous êtes obligé quand même de payer au bout des 3 mois de ce que vous leur devez. C'est pas juste on vous demande de pas payer. Mais au moins, si pendant ces 3 prochains mois, votre 50 $ que vous devez payer devient difficile, au moins vous pouvez le payer plus tard. Au moins, ça met moins de stress pour les mois à venir avant de faire le paiement. Exactement, exactement. Et une où j'en suis sûr, c'est la Canada Life qui l'a lancée. Vous avez la possibilité de réduire votre couverture. Donc si par exemple vous avez une assurance vie d'1 million $, puis elle vous coûte trop cher, vous pouvez la réduire à 500 000. La seule chose, c'est que normalement, lorsqu'on réduit sa police et qu'on décide de remonter, normalement, vous avez des questions médicales. Parce qu'on veut savoir pourquoi vous dites tout ça, soudainement, de remonter votre couverture. Peut-être ça fait 10 ans qu'on vous a demandé la dernière fois si vous étiez fumeur, et puis aujourd'hui, vous ne l'étiez pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, vous l'êtes. Donc, ça peut avoir des implications importantes dans votre police. Sauf que là, pour les 3 prochains mois, vous pouvez baisser votre couverture, ce qui va vous faire des primes moins élevées. Et vous pourrez revenir là où vous étiez sans questionnaire de médical. Donc en fin de compte, si vous disent réduisez votre couverture pendant les prochains mois, ça vous fera moins cher à payer. Et puis quand on sera tous sortis de tout ça, vous revenez là où vous étiez. Vous ne pourrez pas demander plus de là où vous étiez, mais au moins ça vous permet d'avoir des paiements plus faciles à gérer. OK, ça, c'est des très bonnes nouvelles que tu partages avec nous, mais quelque chose que je trouve intéressant aussi, tu parlais des critères d'admission pour les différentes assurances. Ça a l'air qu'actuellement, il y a certains critères d'admissibilité qu'on ne regarde pas beaucoup.
C'est ça. Déjà, la première chose, c'est que normalement, lorsqu'on fait une police, on a besoin de voir la personne. Parce que si on fait une police, puis la personne est déjà décédée, comment on le sait? Donc, on a besoin d'avoir une interaction. Un peu comme votre assurance voiture, vous êtes obligé d'avoir un permis. Donc, on a besoin de prouver que vous êtes déjà un bon conducteur ou un mauvais conducteur. Non. Là, cette interaction diminue forcément, même si on a la technologie, mais tout le monde n'a pas accès à cette technologie-là, déjà, premièrement. Et deux, on a souvent des tests médicaux à faire. Donc tout dépend de la couverture que vous avez demandé, mais plus la couverture est importante, plus on a besoin de ce qui veut dire qu'on a une infirmière qui vient chez vous et qui peut prendre une prise de sang ou des choses comme ça. Mais ça, c'est interdit aujourd'hui puisque ça fait pas partie des priorités pour l'instant. Ouais, c'est exactement. Donc là, toutes les compagnies sont vues avec des demandes d'assurance de moins en moins importantes. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui fait de demande parce que pour l'instant, on ne peut pas se voir. Donc, eux ont décidé de revoir leurs risques. On dit, écoutez, au lieu de prendre 20% de risque, on va peut-être prendre 25% de risque. Donc, on n'est pas à 100%, mais on décide de prendre un peu plus de risque. Ce qui veut dire que c'est le moment parfait pour tous les gens qui veulent augmenter leur police, revoir leur police, qui s'aperçoivent que leur police qu'ils avaient n'est pas forcément la bonne. Ah, j'ai un chat qui vient au milieu, super, c'est le direct. Donc, si vous aviez par exemple des assurances pré-hypothécaires, ce qu'on appelle mortgage insurance, au lieu d'une assurance vie, c'est le bon moment parce que les compagnies ont réduit leur demande. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait de 18 à 40 ans, sans problème de santé majeur, pourrait faire une demande jusqu'à 2 millions de dollars d'assurance en faisant pratiquement tout en ligne sans voir un médecin. 2 millions de dollars. Le 18 à 40 ans, est-ce qu'il fonctionne et pour les femmes et pour les hommes? Oui, ça marche pour les femmes et pour les hommes. C'est sûr que selon les produits, les prix vont être différents. Dans certains cas, c'est moins cher pour les femmes. Dans d'autres cas, c'est plus cher pour les femmes. Donc, c'est moins cher dans les femmes, par exemple, pour les assurances vie, parce qu'elles vivent plus longtemps. Donc, on a moins de risques à court terme. Par contre, pour tout ce qui est l'invalidité, étant donné qu'elles vivent plus longtemps, ça veut dire qu'elles risquent de faire une réclamation plus longtemps pour l'invalidité. Donc là, c'est un petit peu plus cher pour les femmes. Mais à l'inverse, c'est plus cher pour les hommes pour les assurances vie, parce qu'on sait que les hommes prennent un petit peu moins soin d'eux et peut-être prennent plus de risques dans la vie, dans le sport par exemple, ou des choses comme ça. Un peu plus on va pas être super heureux tout de suite là pour dire ok, puisque Cédric l'a dit, on va aller tout changer tout de suite. Non, je suis sûre que ces modifications là sont sous des conditions. Et puis même si on arrive à faire des modifications, par exemple sur notre assurance vie, est-ce que tu penses qu'on devrait informer les personnes qui sont bénéficiaires tout de suite? Ajouter un bénéficiaire dans votre police, parce que souvent, par exemple, moi j'ai des clients, c'est l'époux qui est bénéficiaire, mais les personnes ont 80 ans, ce qui fait qu'un des époux n'est plus là, mais c'est toujours l'époux qui est bénéficiaire. Il serait peut-être temps de mettre les enfants maintenant que les enfants ont 40 ou 50 ans. Donc si vous changez le nom des bénéficiaires, c'est toujours bien de contacter la personne en disant juste au cas où, c'est toi le bénéficiaire, donc s'il m'arrive quelque chose, je veux que ça soit toi qui t'occupe de ça. Si vous faites des modifications de montant, vous n'avez pas besoin, votre bénéficiaire n'a pas besoin de savoir que au lieu d'avoir 250 000, il va recevoir 500 000. C'est peut-être pas forcément mais il n'y a pas besoin forcément de le savoir. Par contre, c'est sûr que si vous le rajoutez en tant que bénéficiaire, si vous voulez rajouter vos enfants, les petits-enfants pas forcément, mais les enfants, quand vous avez vous êtes un adulte et puis vous avez des enfants de 30 ou 40 ans, parce que hélas, on a de mauvaises nouvelles. On voit ce qui s'est passé dernièrement avec la tuerie la semaine dernière. Et là, il y a des gens qui partent juste au travail, ou l'accident de bus qu'on a eu au C Transpo il y a 1 an et demi, des gens qui partent, qui disent au revoir à leur époux et puis ils rentrent pas. Donc c'est on a un petit peu de temps à la maison. Des fois on est très occupé, des fois un petit peu moins. C'est un beau moment de dire puisqu'on est là, revoyons nos polices. Est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai le bon produit? Est-ce que j'ai trop? C'est peut-être le moment aussi de se dire, peut-être que j'avais trop de police, mais comme j'ai jamais regardé mon compte en banque, et puis il y avait un $25, et puis un 22, et puis un 18, puis un 11, qui était débité tous les mois, là c'est peut-être le moment de dire. Donc, et puis sinon, de toute façon, toujours une fois, moi, ce qui est le plus important, c'est la communication. Contactez votre agent financier, même si ça fait 2 ans que pour différentes raisons vous ne l'avez pas rencontré, appelez-le, et puis dites, ok, je voudrais revoir mes polices. Est-ce que j'ai trop? Est-ce que j'ai pas assez? Quelles sont mes options?
je pense que c'est important de le faire maintenant. Merci beaucoup, Cédric. On se voit la semaine prochaine. Attention à toi. Alors, pour voir la maison, comme il a mentionné, c'est important de voir son conseiller financier pour voir qu'est-ce qui fonctionne plus. Si vous avez besoin d'un conseiller financier, Cédric est là pour vous aider. www.aspirewealth.ca, c'est son site web si vous avez besoin de lui. On va prendre une pause et juste après la pause, on vous parlera de comment se tenir pendant une visioconférence. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez que depuis que le confinement a commencé, les modes de travail ont beaucoup changé. Et aujourd'hui, notre spécialiste de l'étiquette nous montre comment se tenir en visioconférence. Bonjour, comment vas-tu? Super bien, merci Julie. Alors, comment on devrait se tenir avant, je dirais, la préparation de tout ça? Premièrement, on doit se poser la question. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une visioconférence? Est-ce que c'est le meilleur mode de communication pour le message que j'ai? Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, si on fait régulièrement une visioconférence le vendredi matin à 9 h, est-ce que j'ai quelque chose à communiquer? On n'arrive pas à la visioconférence et dire, est-ce que quelqu'un a quelque chose de nouveau à rapporter? Parce que là, nous tous, on va dire, moi, j'ai les enfants qui m'attendent. Il y a ma mère qui veut que je l'aide avec Facebook. Là, je dis, non. Alors, le bon mode de communication, est-ce que j'ai vraiment un propos? Puis ensuite, je vais aussi envoyer un ordre du jour. Et là, Claude Andrea, entre toi et moi, nos amis qui ont des familles, des enfants, des pitous, des minous, des parents et tout ça, ça va vite, la vie va vite. Et est-ce qu'on peut être certaines qui vont avoir pris le temps de bien lire tout ce qu'on va leur envoyer avant? Et j'ai vraiment une astuce très importante et c'est fascinant. On sait que la grande compagnie Amazon, dirigée, fondée par Jeff Bezos, tu sais ce qu'ils font, Claude Andrea? C'est que quand ils arrivent en visioconférence, ils prennent le temps que tout le monde lise l'objectif. L'objectif, pourquoi est-ce qu'on est ici ensemble? Et ce silence-là s'installe. Tout le monde peut vraiment se focaliser et on est prêt. Et là, on peut prendre des notes. Alors ça, c'est rare. Donc, les nombreux points de forme, ça ne fonctionne pas toujours. Juste le mettre en un seul objectif et puis tout le monde est au même pied d'égalité. Oui, un objectif. Et tu sais, les points de forme, les fameuses puces, les présentations, les diaporamas qu'on appelle communément les PowerPoint, ils peuvent avoir leur place. Mais à un moment donné, on devient blasé. Il faut aussi être conscient que quand on regarde, puis là, moi, je regarde le petit trou, puis tu regardes ton petit trou aussi, mais là, à un moment donné, on a comme les yeux croches,
Alors, il faut être conscient que l'attention pendant une visioconférence va être beaucoup moindre. On aimerait penser que c'est ce que plus près dans ce monde virtuel du présentiel, mais moi, je dirais que des fois, un coup de téléphone, le téléphone va faire que je vais écouter, je vais entendre, mais mon corps va être beaucoup plus relax. Alors, il y a plusieurs considérations à y avoir. Ensuite de ça, il y a aussi, donc là on parle de préparation technique déjà, préparer tout le matériel. Je suppose qu'on parle aussi de la lumière et tout ça. Ensuite, la préparation personnelle. Ça, je voudrais qu'on en parle. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on va venir, je sais pas là, on va venir habillé comme si on était, je sais pas, en train de regarder un film. Oui, puis on devrait dire à nos téléspectateurs, aux gens de Facebook, nos amis, vous pouvez toujours aller voir mon site web etiquettejulie.com et ce billet-là sur la visioconférence, c'est lumière, caméra, action. Donc, tout ce qui est technique, là, on fait le test avant et on s'organise pour bien rayonner. Notre préparation personnelle, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'habillent en mou ces jours-ci, mais est-ce que si je suis professeur de yoga puis que je suis habillée en mou, bien, ça va. Mais est-ce que ce que je souhaite... Yannis, c'est vendredi, hein? Est-ce que ce que je souhaite rayonner se reflète dans mon habillement, dans mon environnement? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Puis là, on triche un petit peu parce qu'en ce moment, tu ne vois pas tout ce qu'il y a, le bazar de l'autre côté de mon écran, mais il y a une réflexion qui s'impose. Comme toi, tu as mis tes papillons, il y a un arbre qui est là, évidemment, il y a la bande de Rogers. Alors, il y a vraiment cette réflexion-là, au-delà de la tenue, le décor aussi a un impact sur l'impression, sur ce qu'on rayonne, sur ce qu'on dégage en visioconférence. Alors, il va nous rester 2 minutes 30. Là, dis-moi, pendant que tout ça s'est préparé, on est dans la visioconférence, elle a commencé, on commence à discuter. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant? Par exemple, s'il y a 4-5 personnes, peut-être même 8 personnes en même temps, écoute, chacun veut poser une question. Souvent, on est un peu emmêlé à qui on donne la parole, à qui on ne donne pas la parole. Oui, excellente question. Alors, si moi, je suis la modératrice, si moi, je suis la personne qui est invitée, je vais donner des consignes. Je vais demander aux gens de garder la caméra ouverte, à moins qu'il y ait trop de monde, parce que je vais pouvoir observer tranquillement le langage non verbal. Quand les gens se cachent derrière la caméra, bien, des fois, on se dit qu'ils sont en train de faire d'autres choses. Ensuite, on va demander à ce que les micros soient placés en mode sourdine. Et pour s'assurer d'une interaction, on va utiliser, tu sais, Claude Andréa, le clavardage à côté, le fameux chat box. Alors, si moi, j'ai quelque chose à dire, je vais écrire là. Et moi, à titre de modératrice, je vais regarder et je vais voir que tu veux dire quelque chose. Et c'est mon rôle à moi, à titre de la personne qui a fait l'invitation de la modératrice, d'aller solliciter les autres personnes. Parce que si c'est un monologue, je n'ai que des consignes à présenter, je n'ai que à faire des modes d'emploi, à pousser de l'information, la visioconférence n'était pas le bon mode. Ce serait mieux d'y aller avec un courriel, puis après, peut-être, valider 1 à 1 au téléphone. Alors, pour répondre à ta question, pour éviter les interruptions, oui, alors on va y aller avec le clavardage et aussi faire les signaux. Et juste une petite parenthèse pour les signaux. Mesdames, messieurs, si vous voyez quelqu'un qui fait un signal, qui lève la main et qui fait comme ça pourrait annoncer que cette personne-là, est en ce moment en train de subir de la violence chez lui, chez elle. Alors, si vous allez voir sur le site web de l'Organisme pour les femmes du Canada, alors à cet endroit-là, vous allez voir plus d'informations et c'est tellement important en ce moment. La visioconférence nous donne aussi l'opportunité de pouvoir sauver quelqu'un, de pouvoir s'entraider. On n'y avait pas pensé, mais là, tu es en train de nous ouvrir des yeux. Tu sais, Julie, il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas partager pour l'instant, mais je sais que tu as écrit un beau blog sur ton site web. Est-ce qu'il est accessible à tout le monde?
à tout le monde gratuitement. Puis en ce moment, là, parce que je suis, comme le reste de nos gouvernements, en train de préparer le post-confinement, votre rayonnement, on veut, nous, c'est ce qu'on veut, Claude Andréa, nous tous, que chacun rayonne dans sa communauté. Alors, si vous vous abonnez à mon infolette qui est gratuite, vous allez pouvoir recevoir mon e-book gratuitement. Tout ça, quand vous allez sur etiquettejulie.com, il va y avoir la petite fenêtre qui va vous apparaître. Puis si après une semaine, 2 jours, 3 jours, 3 mois, 6 mois, ça vous plaît plus, vous ferez comme d'autres. C'est beau. Des abonnements. Portez-vous bien, vous êtes important. Merci beaucoup. Bye. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales du poète, écrivain et rappeur créoliste Bailey Gloire. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parlait tantôt avec Julie, notre spécialiste de l'étiquette, et vous pouvez aller visiter son site web www.etiquettejulie.com. Il y a plein d'outils qui sont gratuitement offerts là-bas par elle. On a parlé aujourd'hui de la visioconférence, comment se comporter, comment se préparer, comment être bien préparé, je devrais dire, pour la visioconférence. Et aussi, il y a son livre Projeter confiance et crédibilité, un très bel ouvrage que j'ai eu l'occasion de lire. Il est aussi disponible sur son site web. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez visiter ce site web-là. Aujourd'hui, c'est vendredi, on entame le week-end et il y a encore plein d'émissions de divertissement que vous pourriez retrouver sur notre YouTube, donc le YouTube de TV Rogers, ou même visiter carrément notre site web www.tvrogers.com pour avoir la multitude d'émissions de divertissement qu'on peut vous offrir. J'aimerais aussi vous inviter à visiter le Facebook du Centre national des arts parce que, comme vous le savez, il y a des prestations artistiques de tout genre que le CNA offre gratuitement. Vous avez juste qu'à vous connecter sur leur Facebook Live pour avoir la panoplie d'artistes qui se donnent en prestation là-bas tous les jours. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous et on se revoit le lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave.
Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.